Effectivement, la cause structurelle, c'est l'augmentation du prix du gaz, ricochet sur le prix de l'électricité, explosion des cours, à la fois du gaz et de l'électricité, donc de l'énergie, et conséquences économiques sur notamment les petits commerçants et les boulangers ou les bouchers, comme on l'a dit. Philippe Charlez, bonjour, vous êtes l'invité de notre grand rendez-vous du week-end, l'invité dans votre salon. Vous êtes ingénieur des mines de l'école polytechnique de Mons, en Belgique. Vous êtes docteur en physique de l'Institut de physique du Globe de Paris. Vous êtes un expert internationalement reconnu en énergie. Vous enseignez à Sciences Po, ou vous avez enseigné à Sciences Po, à Dauphine, à l'INSEAD, à l'ICEP. Vous êtes l'expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens, et vous avez écrit de très nombreux livres sur la transition énergétique, sur l'écologie, comme l'utopie de la croissance verte, par exemple, qui est paru en octobre 2021, et vous écrivez, on a cette chance, très régulièrement, pour Boulevard Voltaire. Merci d'être venu nous voir. Jamais on avait parlé autant d'énergie en France, et pour cause, l'explosion des prix du gaz, de l'essence et même du bois, désormais inquiète considérablement les Français, on l'a dit et redit, mais on voit que depuis peu, cette crise inédite de l'énergie en France, eh bien, elle fait des métastases, si on peut dire, un peu dans tous les métiers, et notamment dans un métier qui symbolise la France, son identité et son art de vivre, plus que n'importe quel autre, et je veux parler évidemment de nos boulangeries. Les boulangeries qui ferment en France en grande quantité, d'autres commerces et d'autres PME sont fragilisés comme jamais. Beaucoup de ménages vivent dans l'angoisse de la facture d'électricité. Alors on aimerait comprendre avec vous ce qui se passe et parler aussi un petit peu des responsabilités, et des responsabilités politiques notamment. Alors, première question, donc Philippe Charlez, au pays du béret et de la baguette, nos boulangers mettent la clé sous la porte. Emmanuel Macron a reçu leurs représentants jeudi. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors je dirais en préalable sur ce problème des boulangers et des boulangeries, c'est de commencer par remettre l'énergie à sa juste valeur. On le voit, une activité, alors elle n'est même pas essentielle, elle est carrément indispensable, je vais dire, à la vie humaine. La production du pain est quand même presque la chose la plus basique d'une société. On voit que c'est soumis. C'est même un symbole de la survie. Un symbole de la survie d'une société. Et notamment du français. On voit qu'à partir du moment où... Avec son béret et sa baguette de pain, ça fait partie de l'image d'Épinal. À partir du moment où on a un problème énergétique, que ce soit un manque d'énergie d'un côté ou bien des prix trop élevés, qui font que l'activité ne devient plus économiquement possible, on voit qu'à partir de ce moment-là, on peut aller jusqu'à ne plus produire de pain. Et donc, je voudrais remettre l'énergie à sa juste valeur. L'énergie est quand même un des grands symboles du développement humain. Sans l'énergie et toutes les sources d'énergie qui sont apparues au début du 19e siècle, tout le développement humain auquel on a assisté depuis 200 ans n'aurait pas eu lieu. Et alors qu'aujourd'hui, on présente souvent l'énergie comme pratiquement le mal absolu, l'énergie ne produirait que des gaz à effet de serre. Non, l'énergie, elle sert aussi, comme vous l'indiquez, à produire des biens aussi essentiels que le pain. Et sans énergie, sans électricité, on ne pourra plus cuire le pain, on ne pourra plus le produire. Donc je croyais essentiel dans un préalable de montrer comme l'énergie est quelque chose d'absolument indispensable dans nos sociétés développées, et qu'une crise énergétique est une crise globale de société. Est-ce qu'il y a un risque que ces soucis d'énergie, cette hausse absolument historique des coûts de l'énergie, bloquent la machine économique française, et même peut-être au-delà de l'économie, puisqu'on parle, vous avez vu que l'université de Strasbourg avait fermé ses portes pendant une semaine par souci des coûts de l'énergie. Alors, elle peut poser problème à deux niveaux.
Alors l'économie et les ménages, évidemment. Il y a d'abord le problème, comme vous avez dit, économique, donc c'est-à-dire vous avez suffisamment d'énergie, mais elle coûte tellement cher que finalement on doit en réduire la consommation. Et en réduire la consommation, non pas seulement volontairement avec de la sobriété dite choisie comme nous le propose le gouvernement, mais une sobriété imposée aux dépens de la croissance économique et aux dépens de l'économie et même des ménages. Et puis vous avez une deuxième possibilité, c'est carrément un manque d'énergie, donc une déficience d'énergie. On sait qu'en France, on a une possible déficience d'électricité pour des raisons, pour les raisons dont nous discuterons plus tard. Et donc, ce qui fait que, oui, cet hiver, nous pourrions manquer d'électricité. Nous sommes finalement extrêmement dépendants du climat. Si le climat reste aussi clément que pour l'instant, à ce moment-là, on pourrait espérer passer l'hiver sans trop d'encombre. À partir du moment où en janvier ou en février, voire même la première quinzaine de mars, on assiste à des températures polaires extrêmement froides, à ce moment-là, on pourrait effectivement, il y a toujours un appel d'énergie beaucoup plus important quand il fait froid, et donc pour à ce moment-là, effectivement, manquer d'électricité. Touchons du bois pour l'instant, on a eu une période légèrement difficile début décembre, après on a eu un redout qui est même assez anormal pour la région, pour la saison. Mais si ça continue comme ça, oui, on pourrait passer l'hiver correctement. C'est quand même assez incroyable d'être dépendant du climat pour se dire on va pas pouvoir passer l'hiver correctement. On retourne pratiquement au XVIIIe siècle où les gens faisaient des prières pour que finalement l'hiver soit clément et que l'hiver froid ne tue pas de gens. Absolument. Et donc le risque d'un blackout et d'une panne d'électricité générale en France cet hiver pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Il est toujours largement possible. Alors le bon espoir qu'on peut avoir, c'est que normalement EDF devrait remettre une dizaine de réacteurs nucléaires en route à partir de la deuxième quinzaine, voire de la fin janvier. Donc ça risque effectivement, enfin ça va aider à passer l'hiver de façon plus confortable. Mais enfin, on n'est pas sorti de l'auberge pour cet hiver. Et de toute façon, ça recommencera pour l'hiver prochain parce que on est dans un problème énergétique structurel et non pas seulement conjoncturel. Et donc les prochains hivers seront aussi problématiques et difficiles à passer. Alors Emmanuel Macron disait tout récemment, on a réussi un exploit collectif, cette Europe qui dépendait tellement du gaz russe a réussi à trouver d'autres sources de gaz et à se diversifier. Il est très heureux apparemment de sa politique, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que depuis l'invasion de la Russie par l'Ukraine, l'Europe a effectivement cherché d'autres sources d'approvisionnement. Il y a une première source d'approvisionnement qui a largement augmenté par rapport à l'avant-conflit russo-ukrainien, c'est les États-Unis. Alors c'est assez marrant parce que la France est devenue en 2022 le premier importateur de gaz naturel liquéfié américain, dont il ne faut pas l'oublier, il est essentiellement fabriqué à partir de gaz de schiste. Donc pour un pays dont les politiciens avaient dit jamais je n'autoriserai même l'exploration de gaz de schiste sur mon territoire, à devenir le premier importateur de gaz de schiste américain, européen, bon, il y a quand même un retour de l'histoire qui est assez marrant. Deuxième source, c'est le Qatar. Donc l'Europe a aussi augmenté ses importations du Qatar, et d'ailleurs vous avez dû entendre parler de la Qatargate récemment, cette députée européenne qui avait été pris le main dans le sac pour avoir donné des avantages compétitifs qu'on connaît assez mal au Qatar, et le Qatar lui-même en réponse avait annoncé qu'à partir du moment où l'Europe contraindrait le Qatar à certaines choses, bien évidemment le Qatar diminuerait
ces livraisons de gaz naturel liquéfié. Il ne faut pas oublier que le Qatar est le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, et donc on n'a plus beaucoup entendu parler de la Qatargate depuis. Donc effectivement, il y a eu une diversification, mais cette diversification est loin d'avoir couvert l'annulation des importations de gaz russe. On importe toujours du gaz russe à l'heure actuelle, les importations ne sont pas nulles, une partie à remplacer, et puis disons qu'à nouveau, grâce au climat très clément depuis septembre, on a eu un mois de septembre, un mois d'octobre extrêmement chaud, là on a un hiver qui est anormalement chaud, la consommation gazière a fortement baissé à cause des conditions climatiques, et donc on va dire que en dehors de la diversification des importations, Emmanuel Macron devrait aussi dire merci au climat d'avoir réduit la consommation. Alors, vous l'avez dit, on importe donc de l'énergie du pétrole de schiste des États-Unis, du gaz de schiste, pardon, des États-Unis. Est-ce que à des prix hors de prix, 10 fois le prix à peu près, quand le gaz part des États-Unis vaut à peu près $10, et il est vendu, alors il a un peu baissé, mais il était vendu à peu près début décembre $100, donc il y a un facteur 10 entre le prix du gaz aux États-Unis et le prix du gaz en Europe, donc c'est tout bénéfice pour les Américains. Voilà, donc les États-Unis, on peut le dire, profitent très largement de cette crise gazière. De cette crise gazière. Alors, revenons un tout petit peu en France. On est tout de même dans une situation inédite, on vient d'en parler. Quelles sont les responsabilités politiques des gouvernements précédents, en commençant peut-être par Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, Giscard peut-être, qui a bien fait, et où est-ce que cette chaîne, puisqu'on sait que cette politique énergétique demande beaucoup de temps, que c'est une politique à long terme, où est-ce qu'il y a eu une rupture qui a failli finalement parmi les gouvernements qui ont eu à gérer cette stratégie énergétique française? Alors les faillites sont multiples. Mais je vais dire que le gros point de départ, on va dire, c'est le gouvernement Jospin, donc des années 1997-2002, quand une première loi a donc décidé, à l'époque, suite à l'apparition de la problématique climatique, de commencer à promouvoir de façon assez aveugle les énergies renouvelables en France. Donc c'est le gouvernement Jospin qui avait décidé de massivement subventionner les énergies renouvelables, et qui, à l'époque, sous la pression des Verts, a aussi décidé, d'arrêter, mais c'était plus symbolique que pratique, le fameux projet Superphénix de surgénération nucléaire, et puis surtout de décider de ne plus construire de centrales nucléaires. Donc ça, c'est déjà trois décisions absolument essentielles. Et au fur et à mesure du temps, donc on a commencé à croître de façon très importante les renouvelables. On a quand même investi 150 milliards d'euros depuis l'époque dans les énergies renouvelables, et extrêmement peu dans le nucléaire. Alors la France n'est pas le seul pays, loin s'en faut, à avoir utilisé cette stratégie. Il faut savoir que sur les 3 dernières années, 2019, 2020, 2021, les investissements mondiaux dans les renouvelables, c'est 10 à 15 fois supérieur aux investissements dans le nucléaire. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut pratiquement dire que les investissements dans le nucléaire, c'est zéro. Et les investissements dans les renouvelables mondialement, c'est de l'ordre de 400 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que pour la première fois en 2021, les investissements dans les renouvelables ont été supérieurs aux investissements dans les énergies fossiles, qui étaient toujours largement prépondérants par rapport aux autres investissements. Et donc, implicitement, à partir du moment où on investit dans les renouvelables et qu'on n'investit plus dans le nucléaire, comme on sait que les renouvelables ne peuvent pas vivre tout seuls parce qu'ils sont intermittents, ils sont bien obligés de choisir un ami. Or, parmi les 3 amis, on a 3 amis, on a nucléaire, charbon et gaz. On ne voulait plus de charbon, bien évidemment, puisque le charbon est très émetteur de gaz à effet de serre. On n'a pas investi dans le nucléaire, donc il restait un seul ami pour promouvoir, ou disons pour accompagner les renouvelables, c'est le gaz. Et donc, disons qu'implicitement, par les choix que l'on a faits, on a choisi, non seulement en France, mais aussi en Europe, le couple pour le futur, le couple renouvelable gaz. Et c'est ce qui a évidemment
accélérer la consommation gazière qui a augmenté d'environ 20% en Europe depuis 2014. Parallèlement, on n'a pas développé notre potentiel gazier, notamment les gaz de schiste en Europe. Donc ça veut dire qu'on a augmenté notre consommation gazière, on n'a pas développé notre gaz domestique, donc on ne pouvait que l'importer. Et le producteur le plus proche, c'était la Russie. Donc ce qui veut dire que les 20% de production gazière que l'on a perdu en Europe au cours des 10 dernières années, on les a importés de Russie. Donc on est bien arrivé aujourd'hui à une situation qui s'explique extrêmement bien. On a injecté beaucoup plus de gaz dans l'électricité pour accompagner les renouvelables. Le prix du gaz a explosé et on pourra y revenir après, comme c'est le prix du gaz qui fait le prix de l'électricité, parallèlement à l'accroissement du prix du gaz, qui a aussi un impact, puisque le gaz n'est pas utilisé que pour faire de l'électricité, il est aussi utilisé dans l'industrie et pour faire de la chaleur, pour chauffer. On a donc effectivement la cause structurelle, c'est l'augmentation du prix du gaz, ricochet sur le prix de l'électricité, explosion des cours, à la fois du gaz et de l'électricité, donc de l'énergie, et conséquences économiques sur notamment les petits commerçants et les boulangers ou les bouchers, comme on l'a dit au départ. Et alors, si je comprends bien, donc depuis Jospin qui a pris cette très mauvaise décision, aucun des gouvernants qui lui a succédé n'a redressé la barre. C'est au contraire, ça s'est au contraire accéléré. Alors, Sarkozy avait quand même, par rapport disons à Jospin et Chirac précédemment, a un peu relancé le nucléaire par un projet qui s'appelait le projet Astrid. Le projet Astrid n'était en fait qu'un petit super phénix. Il était moins puissant, mais c'était la même technologie. Et Astrid a été arrêté par Macron en 2019. Donc en fait, Macron a reproduit avec Astrid ce que Jospin avait fait avec Super Phénix. La deuxième chose, c'est que Sarkozy, pendant le mandat Sarkozy, il n'y a pas eu d'arrêt ou de volonté d'arrêt de réacteurs nucléaires. Il n'y a pas eu non plus une volonté énorme de nouvelles constructions. La filière nucléaire a continué à perdre ses compétences, mais enfin il n'y a pas eu de destruction du nucléaire. En revanche, à partir du moment où... Une pause sous Sarkozy. On va dire une pause sous Sarkozy, je crois que c'est le bon terme. Par contre, quand Hollande est arrivé, à nouveau, cette fois-ci sous la pression des Verts, ça n'était plus Madame Voynet, si je me souviens bien, c'était Madame Cécile Duflot, qui est entrée au gouvernement et qui a donc accompagné le gouvernement de... À l'époque, c'était Jean-Marc Ayrault, si je me souviens bien, est entré au gouvernement à condition, de ne plus construire de nouveaux réacteurs nucléaires. On avait déjà lancé le PR de Flamanville, mais on n'en voulait pas d'autres, et d'arrêter Astrid, et de fermer les 2 réacteurs de Fessenheim. Et donc, c'est là que on a recommencé une filière de destruction du nucléaire qui est allée jusqu'à, dans le premier gouvernement Macron, a donc annoncé la fermeture, si je me souviens bien, c'était de 15 réacteurs à l'horizon d'abord 2025, décidé par Ségolène Royal dans le gouvernement, alors là c'était le deuxième, ça devait être le gouvernement Valls, si je me souviens bien, et puis les 2025 qui étaient absolument impossibles ont été portés à 2035, et finalement aujourd'hui on a décidé de changer de cap et de ne plus arrêter aucun réacteur nucléaire. Donc vous soulignez bien la responsabilité majeure de l'influence des Verts sur les gouvernements de gauche. Alors, ils ont influencé non seulement les gouvernements de gauche, mais ce qu'on va dire, c'est que les gouvernements de droite n'ont pas complètement rectifié le tir quand ils étaient au pouvoir. Et je vais dire que on peut extrapoler le cas français au cas belge. En 2002, les Verts au Parce pouvoir... que vous êtes belge. Enfin, je ne suis pas belge, je ne suis plus belge. Je suis belge naturalisé français ayant perdu ma nationalité belge, mais originellement, effectivement, je suis 100% belge. Et donc la Belgique, qui était également un grand pays nucléaire, 50% de l'électricité belge est fournie par le nucléaire. En 2002, c'est-à-dire exactement à la même époque que le gouvernement Jospin, le gouvernement libéral, si je me souviens bien, de Guy Verhofstadt à l'époque, sous l'influence
l'influence des Verts qui étaient entrés également dans le gouvernement, ont décidé la fermeture des 6 réacteurs nucléaires belges à l'horizon 2025 et la loi n'a jamais été changée. Cette décision avait été entérinée par le dernier gouvernement et est remise en cause aujourd'hui dans la hâte. On veut essayer de ne pas arrêter des réacteurs qui n'ont pratiquement plus été entretenus, avec évidemment beaucoup de difficultés. Et enfin, parlons des Allemands. Alors eux, ils ont vraiment été jusqu'au bout. Les Belges n'ont pas encore fermé leurs réacteurs nucléaires et les Français sont revenus un peu sur les décisions initiales, notamment avec le discours de Belfort dont on peut discuter après d'Emmanuel Macron, qui est un revirement à 180 degrés. Bon, je le salue, mais cela étant, on aurait pu le faire avant. Au contraire, les Allemands, eux, ont carrément, dès la même époque, c'est-à-dire à l'époque c'était Gerhard Schröder, donc début des années 2000 à nouveau, a décidé d'arrêter tous les réacteurs nucléaires et l'Allemagne va arrêter son dernier réacteur nucléaire cette année ou vient de l'arrêter. Elle aimerait bien ne pas les arrêter, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'à nouveau, quand vous décidez d'arrêter, vous ne maintenez plus et donc à partir du moment où vous redécidez de remettre en route, c'est pas aussi simple que ça. Et donc ce qu'on va dire, c'est que cette époque de, disons, première partie des années 2000, quand on a commencé à parler de réchauffement climatique, pour des raisons purement idéologiques, on le voit, à la fois la France, la Belgique et l'Allemagne ont décidé finalement de mettre à bas leur filière nucléaire, qui était pour les 3 pays pourtant des filières d'excellence. Alors vous avez rhabillé les Verts pour l'hiver, si je puis dire, et 2 mots sur l'Europe. Le rôle de l'Europe et l'influence de l'Europe, qui est, je crois, réelle, vous allez nous le dire. En tout cas, il y a 2 pays qui sortent de cette chape de plomb et de cette camisole de force, c'est l'Espagne et le Portugal, qui eux, comme par hasard, pratiquent des tarifs qui n'ont rien à voir avec la France. Alors là encore, il faut faire un petit peu d'histoire. Alors pour une fois, ce ne sont pas les Verts, mais ce sont les libéraux, dont je fais pourtant, je suis plutôt de cette sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté dans la deuxième partie des années 80 de créer un grand marché européen libéral de l'électricité, et c'était essentiellement sous l'impulsion de Madame Thatcher à l'époque. Les Français au début n'étaient pas très favorables parce qu'ils étaient très attachés à leur monopole naturel qui était EDF. À l'époque, EDF gérait l'ensemble de l'électricité, il n'y avait pas de fournisseur alternatif d'électricité, et donc finalement elle a eu gain de cause et on a décidé vers les années 95 d'un grand marché européen, d'abord appliqué aux industries à partir de 95 et à partir de 2006 appliqué aux particuliers. Alors ça veut dire quoi un marché de l'électricité? Ça veut dire que à la fois n'importe qui peut fabriquer et vendre de l'électricité, et que entre les différents pays européens, il y a une compétition de l'électricité entre les pays, comme pour n'importe quelle commodité, je dirais. Hormis qu'il ne faut jamais oublier que l'électricité, contrairement au gaz ou au pétrole, ça ne se stocke pas, et qu'un marché libre d'une commodité qui ne se stocke pas, ça veut dire que vous êtes obligé d'équilibrer l'offre et la demande en permanence, ce qui évidemment est très compliqué comparé à quelque chose qui se stocke, où vous pouvez attendre, la stocker en attendant s'il n'y a pas d'offre, ou disons l'écouler beaucoup plus rapidement s'il y a une demande forte. Donc l'électricité s'adapte très mal. Mais on a rajouté à ça 2 composantes qui rendent ce marché complètement fou. C'est que si vous n'aviez que des sources pilotables, nucléaire, gaz, charbon, l'équilibre offre-demande est relativement possible, puisque c'est pilotable, donc vous pouvez décider quand vous produisez, quand vous arrêtez. Mais quand vous rajoutez à ça des renouvelables, où ça n'est plus vous, mais Dame Nature, qui va décider où, quand et combien, vous imaginez comme ce marché peut à certains moments devenir complètement fou, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et parallèlement à ça, on a créé un marché ouvert et libéral, mais avec un certain nombre de commodités qui restent nationales. Tel est par exemple le cas du nucléaire en France. Donc à partir du moment où on a libéralisé l'électricité en Europe, la France a voulu que le nucléaire, qui était stratégique au point de vue national, reste à 100% sous la coupe EDF. Et donc c'est là qu'on a utilisé une méthode absolument bancale qui s'appelle l'Arenh, où EDF est obligé de revendre des mégawatts nucléaires qu'il produit pratiquement à perte à des opérateurs qui
qui les revendent plus cher par la suite. Donc si vous voulez, finalement le français, paye la facture finale. Et donc on va dire que le mariage du libéralisme, d'un peu de libéralisme, d'un peu d'électricité étatisée et de renouvelables, crée un cocktail absolument explosif qu'on peut voir aujourd'hui avec des prix qui n'ont plus aucun sens. On a assisté à des prix, on atteignait les 500 € le mégawattheure début décembre et on était tombé à cause de la baisse de la demande fin décembre à 1 € le mégawattheure. Donc comment voulez-vous qu'une entreprise... Sauf que le français, lui, il n'est pas tombé à 1 € le mégawattheure. Alors le français n'est pas tombé à 1 €. Alors le citoyen français, pour l'instant, il y a le bouclier tarifaire qui le protège. Donc c'est-à-dire il paye toujours... Le citoyen français n'a pas beaucoup vu l'augmentation de l'électricité, comparé à d'autres pays. Le Suisse, par exemple, il paye le prix de l'électricité au prix du marché. Le Français le paye encore à un prix extrêmement régulé. Les prix n'avaient augmenté que de 4% l'an dernier, augmenteront, si je ne me trompe pas, de 15% en janvier. Par contre, oui, les entreprises, ce qui est quand même beaucoup, mais si on s'en tenait au prix du marché, ça pourrait être 3 ou 4 fois. Donc les 15% restent quand même extrêmement raisonnables par rapport au prix du marché. Il faut quand même ramener les choses à leur juste valeur. En revanche, ce qui se passe pour les entreprises, c'est qu'effectivement, notamment les entreprises qui étaient en fin de contrat, elles ont dû renégocier des contrats avec des augmentations qui étaient extrêmement élevées. Un point important, c'est que... Jusqu'à provoquer un certain nombre de faillites. Jusqu'à provoquer fortement un certain nombre de faillites. On en revient au fait que la part de l'énergie pour certaines entreprises, un boulanger... quels sont ses coûts essentiellement? C'est la farine et l'électricité. Bon, il y a l'eau qu'on mélange, mais ça coûte quand même pas très cher. La farine, le blé a beaucoup augmenté à cause de la guerre en Ukraine. L'électricité a doublé, triplé, quadruplé. Certains boulangers parlent de factures mensuelles qui passent de 1 000 € à 15 000 €. Vous vous rendez compte du prix. Donc vous pouvez plus continuer à produire du pain à ce prix-là. Et d'ailleurs, il y a d'autres entreprises. Ce sont donc les PME et les grandes industries aussi qui absorbent l'essentiel du choc provoqué par... Absorbe l'essentiel du choc provoqué par ce marché qui est devenu fou. Alors oui, enfin la compétence de nos politiques, je vais dire, on le voit sur le long terme, puisque on a parlé du début du démantèlement du nucléaire, c'est début des années 2000, et ce marché européen bancal, il date du milieu des années 80. Donc on peut quand même remonter assez loin aux origines de tout ça. Ce sont toujours ce que j'appelle les agendas inversés des politiques. C'est-à-dire les politiques se donnent des agendas sans jamais se poser la question des moyens et des conséquences des décisions qu'ils prennent. Quand on décide par exemple d'arrêter les voitures thermiques en 2035, grande décision, on dit ça y est, on va arrêter les voitures thermiques en 2035, on ne se pose pas la question de savoir comment les motoristes vont s'adapter, comment les citoyens vont s'adapter, et si finalement c'est quelque chose qui sur le réel va être gérable ou pas, à la fois au point de vue économique et même au point de vue pratique. Ouais, il faudra un jour faire le compte de la destruction provoquée par l'idéologie verte, poussée à son paroxysme. Est-ce qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie, Philippe Charlez? Pourquoi est-ce que la France ne peut pas, ou peut-elle, comme le dit Olivia Grégoire, dit qu'on ne peut plus en sortir de ce marché? J'ai déjà répondu en partie à votre question en vous expliquant que c'est quelque chose qui a été, ça fait 35 ans que ce marché a été construit. Donc c'est jamais facile de sortir, je vais dire, de quelque chose qui a été construit sur 35 ans en un claquement de doigts. Ça c'est la première chose. Alors quels sont aujourd'hui, je vais dire, les points qui empêchent la France de sortir du marché électrique européen? Le premier, c'est, je vais dire, il est juridique. Alors là, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas un domaine que je connais bien, mais disons que la France, comme les autres pays européens, se sont engagés et ont signé le fait de fonctionner dans un marché européen d'électricité. Il y a un tas
de compagnies qui ont investi dans ce marché, qui n'étaient pas producteurs d'électricité, qu'ils sont devenus. En France, par exemple, Total Energy et Engie n'étaient pas producteurs d'électricité, le sont devenus et sont rentrés dans ce marché. Donc de dire aujourd'hui je gomme tout ce qui a été fait, vous vous rendez compte que c'est quand même pas très simple, à la fois sur le plan juridique et sur le plan économique. La deuxième chose, c'est que la France, due notamment à la fermeture de ses réacteurs nucléaires actuels pour des raisons de maintenance, mais aussi pour des raisons de corrosion sous contrainte, n'est plus complètement indépendante énergétiquement, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc c'est-à-dire que globalement, pour l'instant, on est redevenu exportateur parce qu'il fait bon, mais à partir du moment où il va faire très froid, on va redevenir importateur. Donc ça veut dire que si on sortait du système... Ce qui est quand même la marque d'une faillite de la planification. Certes, mais ce que je veux dire, c'est que sur un plan pratique, on ne peut pas se contenter de dire c'est une faillite et pointer les fautes. Pour le citoyen français, il faut l'approvisionner en électricité, il faut approvisionner nos boulangers en électricité. Ça ne suffira pas de dire on va subventionner les boulangers français en électricité. S'il n'y a pas d'électricité, ils ne pourront pas construire, ils ne pourront pas faire chauffer leur pain. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, compte tenu de nos importations vis-à-vis de nos voisins belges, italiens, allemands, on a besoin de leur électricité en cas de froid, du moins pendant un certain temps, donc on ne peut pas sortir du marché européen. Alors admettons que juridiquement, soyons fous et admettons que juridiquement on résolve le problème et qu'on redevienne indépendant électriquement, à ce moment-là, on pourrait effectivement faire comme les Espagnols et les Portugais, qui, attention, ne sont pas sortis du système électrique européen, ils ont eu une dérogation pour s'en affranchir momentanément. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, ils n'importent plus et n'exportent plus d'électricité à la seule frontière qui les relie à l'Europe, c'est-à-dire les 600 ou 650 km de frontière avec la France. Mais le fait de sortir du marché européen ça ne signifie pas pour autant que vous sortez du marché, parce que vous gardez un marché intérieur. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez sortir du marché européen, vous aurez encore à l'intérieur de la France un tas de fournisseurs d'électricité alternatifs qui seront en concurrence les uns avec les autres, dont certains gaziers ne mettraient plus en œuvre leurs centrales gazières si on ne travaille pas au prix marginal. Ce qui veut dire que si vous sortez du système électrique européen et que vous voulez faire baisser les prix, il faut faire comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais, il faut absolument subventionner le gaz. Donc ça n'est pas à coût neutre. Il faut à ce moment-là bien le comprendre. Et revenir à un monopole naturel complet, c'est-à-dire EDF produisant et distribuant seule l'électricité et possédant l'ensemble des moyens de production. Des leviers. Ça veut dire que vous éliminez du marché de l'électricité tous les fournisseurs alternatifs. Alors il y en a qui sont extrêmement surprenants. Ikea, par exemple, est un fournisseur d'électricité alternatif. Ikea possède aujourd'hui une cinquantaine d'éoliennes en France et fait plus de bénéfices aujourd'hui sur l'électricité que sur ses meubles. Donc il faut retirer du marché... Vous nous expliquez qu'on s'est ficelé et ligoté et passé les menottes avec un système qui marche très mal. Donc après avoir quitté un système sur lequel on ne peut plus revenir et qui lui marchait fort bien. Alors le système marchait fort bien à l'époque où il n'y avait pas d'énergie intermittente dans le système global. Il faut aussi savoir que la transition énergétique sera un grand remplacement, pour utiliser un terme consacré, des équipements thermiques par des équipements électriques, et que donc la consommation d'électricité va presque doubler d'ici 2050. Est-ce qu'un seul pays comme la France pourra produire tout seul l'électricité sans soutien ou disons collaboration avec ses voisins? C'est pas sûr non plus. Donc c'est-à-dire que gommer et jeter à la poubelle
en un clic le système électrique européen. C'est encore une fois, ça risquerait d'être un agenda inversé. Il faut donc bien y réfléchir avant. Alors vous nous rappeliez... Donc il n'y a pas de solution immédiate en claquement de doigts, ça fait pas l'ombre d'un doute. Ouais, je comprends. Vous nous rappeliez un petit tweet, un petit mot de Ségolène Royal, que je voulais simplement citer. 12 milliards de mètres cubes, la France a été en 2022 le premier importateur de gaz de schiste américain. Et qui se souvient de Ségolène Royal, le tweet il est de vous, qui était alors ministre de l'Environnement et qui voulait examiner juridiquement la façon d'interdire l'importation de gaz de schiste américain. Oui, ça se passe je crois en 2014, et donc c'est un des premiers cargos, donc un des premiers méthaniers qui contenait du gaz de schiste américain liquéfié, bien évidemment, et qui allait accoster à Dunkerque, puisqu'à Dunkerque il y a un terminal de regazéification. Et il était affrété par Engie, et donc elle voulait trouver un moyen juridique d'interdire ce méthanier d'accoster à Dunkerque, parce que le gaz naturel liquéfié américain, c'était le diable absolu, dans la mesure où c'était du gaz de schiste. Donc je vois qu'aujourd'hui, le diable absolu est devenu au contraire le nouveau dieu de l'énergie. Voilà. Alors, simplement pour finir... Philippe Charlez, un mot sur le cas de l'Algérie. Emmanuel Macron y est allé en pèlerinage. L'Algérie a réussi à ouvrir encore un peu plus les portes de la France pour ses ressortissants immigrés. Mais en échange, la France n'a rien obtenu en gaz, en tout cas jusqu'ici, sauf erreur de ma part, vous allez nous le dire. Est-ce que la France s'est faite avoir ? Alors, je ne sais pas si la France s'est faite avoir, mais en tout cas, il est clair que l'Algérie a très peu de possibilités d'extension ou d'accroissement de ses exportations gazières pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a un marché intérieur extrêmement important, donc c'est-à-dire que les Algériens eux-mêmes demandent de plus en plus d'énergie et donc de plus en plus de gaz. Donc aujourd'hui, elle n'exporte plus à peine la moitié de sa production, parce que l'autre moitié est de la consommation domestique pour les citoyens algériens. La deuxième chose, c'est que il y a deux moyens d'exporter vers l'Europe le gaz algérien. Il y a deux gazoducs qui passent par l'Espagne, dont un qui traverse le Maroc. Un qui va directement en Espagne et un qui traverse le Maroc. Celui qui traverse le Maroc est fermé pour des raisons géopolitiques, de divergence de point de vue entre le Maroc et l'Algérie. C'est la fameux différence sur le Sahara espagnol, on ne va pas revenir là-dessus. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui c'est essentiellement l'Espagne qui bénéficie du gaz algérien passant par le deuxième gazoduc qui va directement en Espagne. Et puis vous en avez un autre, c'est le plus important, qui passe par l'Italie et qui approvisionne l'Italie. Et quand ces deux gazoducs arrivent pratiquement au niveau de la frontière française, il n'y a plus de gaz. Voilà. Donc on va dire que les pipes ont été vidées à la fois par les Espagnols et par les Portugais, ce qui leur permet d'ailleurs de fabriquer pas mal d'électricité gazière et d'être déconnectés du système européen. Donc vous voyez que se déconnecter du système européen peut aussi parfois avoir des inconvénients. Et donc ce qui signifie qu'aujourd'hui la France ne peut pas beaucoup compter sur beaucoup plus, voire pratiquement pas plus de gaz algérien. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron s'était déplacé en Algérie... Donc Macron a les mains libres pour serrer la vis sur d'autres sujets. Absolument, il n'a pas besoin... Bon, alors ce n'est pas mon sujet, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais cela étant, quand il avait visité l'Algérie, il avait quand même clairement dit que la question du gaz n'était pas le point central. Je crois que le match de football entre la France et l'Algérie était beaucoup plus important. Merci Philippe Charlez pour ces explications. Merci aux internautes de nous avoir suivis. J'espère que vous y verrez plus clair dans cette jungle complexe et inflammable de l'énergie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau invité dans votre salon. Abonnez-vous à notre newsletter. Suivez-nous sur YouTube, Twitter, Facebook et autres. À très vite.